Il est 10h15. Nous allons démarrer à présent. Merci. Je vois que vous êtes très nombreux à être connectés. Donc, ça montre de l'intérêt que vous avez tous pour ce sujet. Donc, encore une fois, comme on le fait depuis, je pense, près de 3 ans, nous allons partager avec vous le rapport de sécurité 2021 de Checkpoint. Donc, la présentation est quand même assez chargée, parce que le rapport est très dense. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste commenter les points principaux. Et puis, vous aurez après la possibilité de récupérer la présentation ou le PDF du rapport pour pouvoir le consulter en détail. Voilà. Après, dans les questions, on pourra également revenir sur certains sujets bien spécifiques. Donc, on va essayer de tenir en 45 minutes, 1 heure maximum, pour vous laisser le temps de poser les questions sur les 30 minutes qui vont suivre. Donc, dans le rapport, on a 7 chapitres. On commencera par faire une introduction générale, parler un peu du contexte de la cybersécurité, ce qui s'est passé en 2020. On essaiera également de balayer l'année avec les mois de l'année qui est écoulée et chaque mois voir en fait les événements majeurs qu'on peut retenir et quelles leçons on peut en tirer éventuellement. Ensuite, on parlera des grosses tendances. Donc, en ce qui concerne le cloud, le phishing, les ransomware, l'attaque des centres de santé, etc. Et on partagera quelques bonnes nouvelles qui se sont réalisées en 2020. Et puis, par la suite, on va s'attarder sur des statistiques liées au malware, qu'ils soient mobiles ou autres. Et puis, ensuite, on regardera les principales vulnérabilités. Donc, cette année, il y en a 3 qui ont été les plus exploitées. Et enfin, on terminera avec quelques recommandations et conseils sur comment faire pour éviter d'être une victime de ces attaques qui n'arrêtent pas d'évoluer. Voilà. Donc, avant de commencer, on insiste surtout sur, de plus en plus sur la prévention. C'est vrai que c'est un exercice qui est difficile, comme dit ici le prix Nobel de physique Niels Bohr, mais c'est essentiel quand on parle de sécurité, que ce soit en sécurité physique ou ici en cybersécurité. La prévention est essentielle et c'est très important que on fasse tous l'effort d'essayer de prévenir les menaces plutôt que de les détecter. Alors, 2020 a été marqué par la pandémie de coronavirus qui a complètement bouleversé les habitudes de tout le monde. Beaucoup estiment que en une seule année, on a gagné 7 ans en matière d'évolution, de transformation numérique des entreprises, ce qui est énorme. Et en même temps qu'il y a eu cette pandémie sanitaire, je pense qu'on a également observé une pandémie numérique, une pandémie cybercriminelle qui a largement profité des opportunités de la pandémie, notamment le travail à distance, les réseaux qui sont de plus en plus ouverts sur le cloud et autres, mais aussi les centres de santé ou les établissements qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus ont été également largement pris pour cible. Les utilisateurs finaux n'ont pas échappé puisqu'ils ont été également trompés par plusieurs campagnes qui exploitaient le sujet de la pandémie pour les atteindre. Donc, de façon globale, c'est le tableau qu'on peut dresser en termes d'introduction. Et les faits marquants sur lesquels on reviendra, bien sûr, c'est l'attaque, je pense, qui a été la plus importante jamais observée de Sunburst, la fameuse attaque de SolarWinds, donc qui a exploité, on va dire, la technique de la chaîne logistique du logiciel
pour mener une attaque vraiment redoutable. Et ils ont également exploité, bien sûr, l'ouverture entre les clouds publics et les réseaux d'entreprise, donc notamment une intégration cloud hybride pour pouvoir réussir cette attaque unique en son genre. Je pense qu'on peut retenir que c'est l'attaque la plus importante dans l'année écoulée. On continuera évidemment à parler des détails plus loin. Donc, pour le premier chapitre, on va s'attarder, passer du temps maintenant sur le calendrier, donc le chronogramme de l'année, avec les événements majeurs qui se sont produits. Statistiquement, il y a eu plus de 22 milliards de données, de fichiers qui ont été exposés à des fuites de données dans l'année, avec 730 événements distincts de fuites de données qui ont été divulgués sur des canaux publics, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Janvier a été marqué par une attaque très importante qui a touché Travelex, la société de transfert d'argent. Donc, ils ont été frappés par un ransomware, du nom un ransomware qui a été conçu par un groupe qui s'appelle Sodinobiki. Voilà. Et ils ont exploité la nouvelle technique de double extorsion qui a été également annoncée comme tendance en 2019, qui consiste en fait en plus du cryptage des données, à récupérer des données en clair avant leur cryptage et de menacer l'entreprise de divulguer ces données-là au cas où elle refuse de payer la rançon pour obtenir sa clé de décryptage. L'entreprise, évidemment, a refusé de payer la rançon qui était de 6 millions de dollars et ils ont finalement publié, ils ont menacé de publier les données. Alors, en février, il y a la grande marque de cosmétiques américaine Estée Lauder qui a également été victime de la divulgation apparemment accidentelle de 440 millions de documents internes sur Internet. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas pu, enfin les analystes n'ont pas pu faire de preuve que des informations vraiment sensibles liées à des clients excusez-moi. Donc, que des événements sensibles liés à des clients ont été effectivement collectés et divulgués. En mars, c'est la chaîne d'hôtels Marriott qui a été victime d'une fuite de données importante, 3,5 millions d'informations liées à ses clients qui ont été divulguées. Après analyse, ils se sont rendus compte que des pirates ont utilisé des identifiants d'employés de l'entreprise pour pouvoir accéder au système informatique à partir d'une de ces franchises. Et les pirates ont pu donc accéder au système informatique global de la chaîne d'hôtel Marriott et ont informé les clients par email de ces informations qu'ils ont pu collecter. SolarWind, quelques chiffres ici avant de passer aux slide suivantes. C'est près de 18 000 clients dans le monde qui ont été infectés par cette violation de données. Mais 18 000 clients, il faut dire que tous n'ont pas été pris pour cible ou n'ont pas été soumis au même chantage, puisque certains, notamment ceux qui ont, comment dire, des plus grandes valeurs en termes d'importance, ont été vraiment exploités. Mais 18 000 personnes étaient vraiment vulnérables à cette attaque. En avril, Microsoft a
a révélé à l'ensemble de la communauté que les conteneurs Kubernetes étaient exploités de façon massive pour mener des attaques, donc qui réutilisaient ces conteneurs comme, on va dire, serveurs de crypto-minage pour pouvoir faire gagner de l'argent aux pirates. Toujours en avril, il y a également, on a observé une très forte augmentation des attaques de phishing, ok, et tout était lié en fait à la pandémie de coronavirus, avec l'exploitation des mails en fait pour les personnes qui cherchent à se renseigner sur le virus, sur les vaccins. Toutes ces techniques-là ont été exploitées pour lancer des grandes campagnes de phishing et de distribution de malware un peu partout dans le monde en avril 2020. En mai, c'est la compagnie aérienne EasyJet qui a été victime d'un piratage de ses données, qui a touché 9 millions de ses clients. Ils ont réussi à récupérer 2000 informations de cartes de crédit et de débit des clients qui effectuent des achats en ligne et ont mis en vente certainement ces données-là sur Internet. En juin, c'est l'Université de Californie. Donc, un premier exemple de situation où l'entité victime a été obligée de payer une rançon, $2 millions pour pouvoir déchiffrer les données. Il s'agissait principalement de données liées, encore une fois, à coronavirus, à la pandémie, des données d'analyse, des données de recherche sur les vaccins éventuels. Et l'université n'étant pas certaine de la nature des données et face à la menace, encore une fois, de diffuser ces informations, l'université a dû payer 1,14 million de dollars aux attaquants pour pouvoir récupérer ces informations qui avaient été cryptées. En juillet, il y a une vulnérabilité très ancienne de près de 17 ans, Sigred, qui a commencé à être exploitée massivement par les pirates. La même vulnérabilité est liée aux attaques de NotPetya et WannaCry, qui ont fait beaucoup de bruit il y a quelques années. Et c'est en juillet que Microsoft a mis à jour son système pour corriger cette faille de sécurité qui a été découverte par Checkpoint. En août, il y a également un opérateur de ransomware du nom de Maze, donc qui a récupéré des données de LG et de Xerox et qui, après avoir menacé de les divulguer et évidemment après n'avoir pas obtenu d'accord pour le paiement de la rançon, ils ont diffusé une très grosse quantité de données, 50 gigas pour LG et 25 gigas pour Xerox sur les plateformes publiques. En septembre, il y a eu un cas très malheureux d'un malade décédé pendant qu'il était en train d'être transféré depuis un hôpital qui a fait l'objet d'une attaque de ransomware vers un autre. Le patient est décédé pendant le déplacement et on était en pleine crise, encore une fois, de coronavirus en Allemagne. A priori, l'attaque a eu lieu et a été facilitée par une vulnérabilité de la plateforme Citrix. Une vulnérabilité qui était connue, soit dit en passant. Et donc, ça rappelle ici l'importance de corriger les failles qui sont connues, donc de patcher en fait les systèmes et d'appliquer les correctifs au fur et à mesure qu'ils sont diffusés. En octobre, c'est une société encore dans le domaine des soins de santé qui est propriétaire de plus de 400 cliniques aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'à Porto Rico. L'ensemble des 400 cliniques a été piraté et a été attaqué par le ransomware Ryuk. Et l'attaque a paralysé l'ensemble de l'infrastructure. Les gens ont dû revenir à un système
traditionnel papier pour ne pas être dépendant du système informatique pendant cette crise-là. En novembre, le CISA, le Cyber Security Infrastructure Security Agency, et le FBI ont lancé une alerte pour justement attirer l'attention sur l'augmentation des attaques de ce ransomware Ryuk sur les hôpitaux. Donc, à l'image de ce qui s'est passé en octobre, ces attaques ont connu une augmentation extraordinaire, près de 71% par rapport au mois précédent, ciblant exclusivement des centres de santé, des hôpitaux, des cliniques aux États-Unis. Et enfin, décembre, le gros incident de Sunburst, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui a touché près de 18 000 entreprises. Et le principe avait été présenté par Checkpoint pendant les prédictions de l'année 2019. Ce principe de supply chain qui consiste en fait à ne pas attaquer une entreprise directement, mais de s'insérer dans la chaîne logistique d'un logiciel. Donc ici, il s'agissait du logiciel SolarWinds de supervision. Les pirates ont pu, en faisant 2 rebonds depuis le réseau local de l'entreprise jusqu'à son serveur de diffusion, de mise à jour, en passant par son intégration Azure Directory Services pour publier un code malveillant à l'ensemble des clients de cette entreprise-là. Donc, près de 18 000 sociétés ont téléchargé le logiciel, mais on estime à peu près à 400 entreprises qui ont été effectivement exploitées et qui ont effectivement été touchées par l'attaque d'espionnage. Alors, on va regarder maintenant en détail quelques tendances qui se sont dégagées de cette année-là. Mais avant, quelques statistiques, hein, c'est bon de les avoir toujours en tête. Il y a à peu près 100 000 sites malveillants qui sont créés chaque jour et 10 000 fichiers malveillants qui cherchent à voler ou à perturber les utilisateurs pour causer des dommages. Donc, c'est des données quand même assez importantes, donc qui doivent attirer notre attention sur l'ampleur de la menace. Donc, première tendance importante, c'est le cloud hybride. Les entreprises ont quasiment toutes adopté ce modèle de travail depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus. Et donc, les pirates, conscients de cette nouvelle tendance à utiliser à la fois des ressources cloud imbriquées à des ressources locales, ont exploité cette faille. Et un chiffre encore pour nous éclairer, 87% des entreprises au monde ont connu des tentatives d'exploitation de vulnérabilités connues et 46% au moins ont vu un employé télécharger une application mobile malveillante, donc qui aurait pu mettre en danger leur réseau. Donc, toujours en ligne droite avec ces architectures hybrides-là, l'attaque de Sunburst, qui avait d'abord touché FireEye, qui a été le premier à rendre cet incident public. Les analyses montrent que la société SolarWinds qui produit le logiciel, donc qui édite le logiciel de supervision, a d'abord été victime d'une attaque par un logiciel de type cheval de Troie et que par propagation latérale, ce logiciel a réussi à infecter le serveur d'annuaire ou le relais de leur serveur d'annuaire qui est en cloud. Et à partir de là, il a pu rebondir sur les systèmes cloud qui permettent de diffuser les mises à jour du système Orion. Donc, comme j'ai dit tantôt,
il y a à peu près 425 sociétés qui ont été directement touchées par l'attaque, qui ont été pleinement, activement exploitées, parmi lesquelles plusieurs qui figurent dans le top 500 des entreprises mondiales. Sur les 18 000, évidemment, tout le monde n'a pas été impacté. On peut citer parmi les victimes de cette attaque le département d'État à l'énergie, DOE, le département d'État à la sécurité intérieure, le département d'État à la santé, donc le ministre de la Santé américain, des éditeurs comme Cisco ou Microsoft qui ont été directement touchés. Voilà. Donc, le principe de cette attaque emmène en fait à réfléchir surtout aux méthodes par lesquelles on déploie des logiciels et par lesquelles on les publie. On va insister ici sur l'importance de mettre en place des méthodes DevSecOps, donc intégrer la sécurité dans le processus de déploiement des codes et de leur mise en ligne, et surtout également privilégier la protection ou la prévention automatisée en temps réel des postes de travail pour détecter les vulnérabilités, les corriger et surtout détecter de façon active toutes les menaces qui peuvent se réaliser au niveau du réseau, des postes de travail, du cloud et du mobile. Donc, sur cette page, vous pourrez voir après le détail de l'attaque de Sunburst. Deuxième tendance importante, c'est le phishing. Le phishing, ce n'est rien d'autre que du phishing par téléphone, donc par la voix. C'est une vieille technique qui était beaucoup utilisée, une technique d'ingénierie sociale, je pense l'une des premières. Mais en 2020, cette technique a connu, on va dire, un nouveau succès avec une exploitation massive en combinaison avec d'autres attaques de phishing ou d'ingénierie sociale. Concrètement, imaginez que vous recevez un mail de phishing qui semble venir d'un de vos collègues et qu'en plus, ce dernier vous appelle pour dire, bon voilà, je t'ai envoyé un fichier, est-ce que tu l'as ouvert? Évidemment, vous aurez tendance à l'ouvrir. Et c'est un peu ça le principe de cette attaque-là, cette nouvelle technique, donc qui a été intégrée avec d'autres techniques d'attaque pour pouvoir augmenter les chances de succès des attaques de phishing. En termes de projection, on peut imaginer que dans un futur proche, ces types d'attaques vont également intégrer les techniques d'intelligence artificielle, donc un peu comme le deepfake, vont également exploiter ce qu'on appelle le deep phishing. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être pas une réalité, mais on pense que ça pourrait arriver très bientôt. C'est-à-dire que votre collègue vous appelle, mais c'est sa voix que vous entendez à travers une session, un appel WhatsApp ou même un appel vidéo. Vous le voyez, vous l'entendez parler et il vous donne des instructions. Si c'est votre patron ou PDG, il y a de fortes chances que vous puissiez tomber dans ce type de panneau. Et donc, il est également très important d'en être conscient, donc de sensibiliser les utilisateurs. L'un des usages qui a beaucoup été observé, c'est l'utilisation du phishing pour récupérer le second facteur dans le cas d'une authentification à double facteur. On a un cas d'un utilisateur qui a été piégé et qui a donné le code WhatsApp le code SMS d'activation de son compte WhatsApp à un pirate et qui a donc permis à ce dernier d'activer son compte WhatsApp sur un autre téléphone et rapidement de pouvoir diffuser des messages malveillants à tous ses contacts dans des conversations qui avaient déjà été initiées. Donc, vous imaginez les chances de succès d'une attaque aussi sophistiquée. Cette technique a été utilisée dans l'attaque de Twitter en juillet et également dans une attaque qui a ciblé GoDaddy en novembre. Le ransomware à double extorsion.
Donc, cette tendance avait également été prédite l'an dernier et c'est effectivement devenu quelque chose de très fréquent dans la mesure où plus de la moitié des attaques de ransomware ont été systématiquement accompagnées de la menace de divulguer des informations qui ont été volées avant cryptage. Et il y a quelques exemples qui peuvent être cités. La société K Electronic au Pakistan, qui est le fournisseur, l'équivalent de la compagnie d'électricité dans ce pays. Je ne vais pas citer la nôtre. Ils ont réussi à demander 4,5 millions de dollars en Bitcoin pour pouvoir décrypter. Le même type d'attaque a touché Sopra Steria, le fournisseur de logiciels de core banking et d'autres types d'applications bancaires. Ils ont touché Campari, ST Engineering. Dans tous ces cas, demander des grosses sommes, estimées en millions de dollars de Bitcoin pour pouvoir libérer les données ou ne pas divulguer celles qui ont été exfiltrées auparavant. La plupart du temps, les vulnérabilités sur les serveurs ont été exploitées pour déployer ces attaques de ransomware, comme celle de Citrix, par exemple, pour le cas de Conduent. Alors, je pense qu'on en a assez parlé, mais c'est bon d'avoir quand même des chiffres. En 2020, c'est 20 millions de dollars qui ont été distribués, donc qui ont été payés ou qui ont été dépensés pour pouvoir sortir de ces attaques de ransomware. C'est près de 2 fois le montant qui a été dépensé l'année précédente. Voilà. Et il y a eu des cas records de 34 millions de dollars qui ont été payés pour cette entreprise qui n'est pas mentionnée ici. Voilà. Un autre cas quand même assez particulier, c'est le cas de cet hôpital psychiatrique. Je ne me souviens plus dans quel pays, mais les pirates, en fait, ont eu l'ingénieuse idée de ne même pas crypter les données. Ils se sont contentés de les récupérer pendant plusieurs années et après les avoir collectés, ont menacé non seulement l'établissement de santé, donc la clinique, l'hôpital, de divulguer les informations des patients, mais également ont menacé les patients eux-mêmes pour ne pas que leurs informations liées à leur état mental soient divulguées sur Internet. Et donc, chaque patient s'est vu réclamer 200 à 500 dollars et l'hôpital lui-même s'est vu réclamer 530 000 dollars. Voilà. Donc, ça vous donne une idée aussi de l'ampleur de ces attaques de ransomware et de la tendance qu'elles sont en train de prendre. C'est du chantage pour le cryptage des données, mais également du chantage pour ne pas diffuser des informations. Jusqu'à récemment, beaucoup d'entreprises estimaient que juste en cryptant, en sauvegardant ces données, on était en mesure de les protéger contre le ransomware, mais ce n'est pas le cas. Une autre tendance importante, c'est le healthcare. Donc, ce sont ces attaques dont j'ai parlé tantôt qui ont visé en fait à attaquer directement les établissements de santé pour en faire un enfer au lieu d'être des endroits de soins. Et ce graphique montre comment, entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, les attaques qui ont ciblé les hôpitaux, les cliniques, sont montées vraiment en flèche pendant cette période-là. Une technique également très innovante, c'est le détournement des discussions email. L'idée ici que les pirates exploitent, c'est le fait que vous sensibilisez vos utilisateurs, évidemment, pour faire attention aux mails qu'ils reçoivent des inconnus ou de conversations ou de mails qu'ils reçoivent sur des sujets qui ne les ont jamais intéressés ou sur des conversations qu'ils n'ont pas initiées. Alors, avec l'aide de ce malware qui s'appelle Ryuk, et je pense qu'il y en a d'autres qui
procèdent de la même manière, Emotet notamment. Ils sont capables de vous écrire en utilisant une conversation existante que vous aviez déjà commencé avec vos collègues. Donc, imaginez que vous parlez d'un sujet bien spécifique, d'un projet, et vous recevez un mail dans le cadre de cette conversation-là, provenant apparemment d'un de vos collègues, avec des pièces jointes qui sont aussi bien des pièces jointes légitimes, donc puisqu'ils les ont récupérées, que des pièces jointes malveillantes. Et les chances sont très fortes que vous ayez à cliquer sur ces messages-là, augmentant ainsi les chances de succès, malgré tout ce que vous auriez pris comme mesure pour sensibiliser vos utilisateurs. Donc, c'est une tendance qui a été largement observée, hein, avec le fait que cette attaque a touché plus de 20% hein, via le malware bancaire Emotet, près de 20% des entreprises dans le monde. Voilà. Parmi les victimes, on peut citer le ministère de la Justice du Québec. Et voilà. Donc, ce qui est important de retenir peut-être ici, c'est la protection ou la prévention des menaces en temps réel. C'est-à-dire que quelle que soit la sensibilisation ou les outils qu'on aura mis, on doit être capable de pouvoir empêcher hein, le clic ou l'exécution d'un fichier à travers, par exemple, le sandboxing sur les endpoints ou l'émulation des menaces au niveau des navigateurs pour les cas de clic. Alors, une autre tendance très importante, c'est l'exploitation des vulnérabilités liées à l'accès distant. Avec la COVID, l'utilisation des réseaux depuis l'extérieur a fortement augmenté. Les entreprises ont déployé des VPN et les administrateurs sont autorisés à travailler à distance pour administrer des systèmes qui sont restés dans les infrastructures physiques. Et dans ces cas-là, beaucoup d'attaques ont eu lieu pour exploiter ces failles. Comme on va le voir par la suite, la plupart des plus gros constructeurs de solutions de sécurité ont payé les frais de cette nouvelle tendance. Les pirates de grands groupes hein, de menaces avancées persistantes, des grands groupes d'APT ont ciblé IBM, Oracle, Microsoft, Cisco, aussi bien sur les applications, les serveurs d'applications, que sur des plateformes de VPN ou de réseau pour pouvoir exploiter un grand nombre de vulnérabilités et mettre en vente des techniques d'exploit sur le dark web. Donc ici, juste quelques chiffres, vous voyez en rouge le niveau d'augmentation des attaques qui exploitent les vulnérabilités sur l'accès distant, hein, plus de 85% pour ce qui touche à RDP et 610% pour les VPN. Voilà. Donc les pirates ne se fatiguent pas, ils vont là où il y a l'intérêt, là où l'usage augmente, c'est sur ça qu'ils se concentrent. Donc quand il y a une tendance en termes d'utilisation, il faut systématiquement s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des risques sur cette tendance-là. Donc ici, quelques-unes des vulnérabilités connues qui ont été largement exploitées, hein, celles qui touchent les systèmes de communication unifiés Cisco, les serveurs d'annuaire Zendesk, Zenmobile, pardon, de Citrix, la solution MDM de Citrix, hein, qui a été fortement exploitée. Alors, sur les mobiles également, il y a eu beaucoup de nouveautés. Par le passé, les attaques mobiles visaient à faire cliquer les utilisateurs pour pouvoir soit générer du revenu publicitaire ou les contaminer. Mais aujourd'hui, la tendance est le zéro clic, donc chercher à exploiter ou à faire agir le device sans que l'utilisateur n'ait à faire quoi que ce soit. Donc, toujours à travers des malwares, mais surtout en exploitant des vulnérabilités connues, cette fois-ci dans les systèmes Android et dans les applications qui sont sur les appareils. Donc, l'inquiétude ne vient plus uniquement de malware que l'utilisateur peut télécharger, mais également d'une application légitime qui peut avoir une faille et qui sera exploitée par les pirates
ou d'un OS, donc d'un système qui n'a pas été patché et qui serait également exploité par les pirates à distance. La finalité, pour la plupart, dans les cas qui concernent les malwares bancaires ou les chevaux de Troie bancaires, c'est de pouvoir récupérer le second facteur d'authentification. C'est-à-dire que quand vous connectez à votre banque en ligne et que la banque dit, voilà, j'envoie un second facteur, un SMS ou un code à usage unique à récupérer, le but de ces pirates est de récupérer ce second facteur pour pouvoir avoir accès à votre compte. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui existent et qui ont été largement exploitées dans le courant de l'année 2020. Et ça rappelle également qu'il ne faut pas négliger la sécurité des smartphones, pas seulement au niveau anti-malware, mais également surveillance des vulnérabilités et correction de ces vulnérabilités-là systématiquement. Voilà. Donc, un petit retour sur le cloud. Donc, pas le cloud hybride, mais le cloud en tant que tel, qui permet aujourd'hui, grâce à ces réseaux hybrides qui commencent à être de plus en plus nombreux. Donc, le but des pirates ou la technique, c'est d'exploiter les vulnérabilités sur les serveurs cloud mal protégés à travers des attaques de force brute ou d'exploitation de vulnérabilités. Et une fois sur ces serveurs, ils vont tenter de faire de la propagation latérale pour rejoindre l'intérieur du système ou compromettre l'ensemble de l'infrastructure. Ici, on reparle encore une fois de SolarWinds, où depuis le cloud, les pirates ont réussi à atteindre le serveur Active Directory Federation Service, ADFS, et à partir de là, on peut remonter vers le cloud pour contaminer le serveur de diffusion des mises à jour. Donc, ça rappelle l'importance de la sécurité sur les infrastructures cloud. Ce qu'on recommande, c'est de ne rien exposer directement, de ne pas utiliser d'adresse IP publique pour publier une application ou un serveur web, plutôt privilégier des passerelles ou des proxys inversés pour pouvoir publier des applications. Et pareil pour tout ce qui est cloud de type SaaS, donc que ce soit Office 365, Azure AD, etc. Il faut être hyper vigilant. Pensez également à sécuriser ces plateformes parce que la sécurité du cloud ne vient pas de soi. Hein, on le rappelle, le fournisseur cloud est responsable de la sécurité du cloud et l'entreprise utilisatrice est responsable de la sécurité dans le cloud. Donc, tout ce qui est à l'intérieur est de notre responsabilité. Donc, voilà, vous aurez le temps de regarder tout ça en détail avec la présentation. Alors, quelques bonnes nouvelles pour respirer. Elle porte surtout sur des arrestations ou des opérations massives qui ont permis de mettre fin à des réseaux de malware ou des réseaux criminels. Il y a un malware qui a été vraiment redoutable pendant les 10 dernières années qui s'appelle TrickBot, qui a infecté des millions d'ordinateurs dans le monde. Et grâce à une coopération entre plusieurs pays, la police européenne, Europol, ils ont réussi à mettre à terre le réseau de ce malware. Et il y a également plusieurs histoires d'arrestation donc, qui ont été également souvent favorisées par Checkpoint, comme on peut le voir ici, ou par d'autres acteurs. Le principe, et c'est une tendance qui a encouragé, c'est de divulguer, de fournir aux forces de police ou à l'autorité publique des informations qui peuvent les aider à stopper les pirates. Un commentaire personnel, ici en Côte d'Ivoire, c'est une tendance qui n'est malheureusement pas très répandue. Je pense certainement à cause également du manque de disposition des autorités à exploiter ces informations. On a par exemple remarqué que la même entreprise, une entreprise sénégalaise, a été à l'origine d'au moins une dizaine d'attaques
de campagnes de phishing, de campagnes de malspam ici en Côte d'Ivoire, et que malgré toutes les dénonciations et les alertes, les autorités n'ont rien fait pour, comment dire, emmener cette entreprise à stopper ces actions, même si elles sont pas volontaires. Donc ça, c'est une tendance vraiment à encourager et à multiplier. Deuxième bonne nouvelle, c'est Emotet. Emotet qui est un autre malware très, très, très dangereux. Hein, c'est lui qui exploite justement les conversations existantes pour pouvoir diffuser des fichiers malveillants à l'insu des utilisateurs et qui a justement de très, très grandes chances de réussite grâce à cette technique innovante. Et Emotet est en train d'être fortement affaibli avec une coopération internationale qui est en train de mettre à mal son infrastructure hein, dans plusieurs pays. Donc, on espère que dans les semaines qui viennent, toute l'infrastructure de Emotet pourra être stoppée. Donc, ce qu'on retient, c'est que la cybercriminalité, finalement, n'est pas une fatalité. On est en mesure de la combattre. Il faut juste être proactif et puis que chacun puisse donner du sien. Avant de passer aux statistiques, on a observé la semaine dernière une campagne sur Facebook, le sponsoring de la page, d'une page qui a cloné la page Facebook d'un opérateur télécom ivoirien que je ne vais pas citer. Et il se trouve que pendant au moins 2 semaines, 2-3 semaines, cette campagne de sponsoring avait cours, elle continuait de circuler et les gens continuaient à cliquer sur ce lien et certainement beaucoup se faisaient pirater leur compte Facebook puisque c'était la finalité. Mais en fin de semaine dernière, nous avons lancé une alerte sur Facebook et avons encouragé tout le monde à signaler cette page et on l'a signalé nous-mêmes également et en 2 jours, la page a été arrêtée par Facebook et donc leur campagne, évidemment, a été stoppée. Donc, une manière de dire qu'il faut que chacun agisse pour que, justement, les cybercriminels puissent retourner. Mais si on voit et qu'on ne fait rien, le mal peut continuer à se propager. Donc, quelques statistiques. On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'il faut qu'on ait le temps d'aborder les recommandations. Tout ce qui touche à notre zone, c'est ici. Donc, pour l'Afrique et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, pardon, on a les botnets qui sont vraiment en tête des attaques et les ransomware en dernière position. Et en deuxième position, les crypto-mineurs. Les crypto-mineurs sont souvent ignorés et négligés dans les réseaux. Sur la plupart des entreprises avec qui on travaille, ce sont des attaques qui sont très, très fréquentes, mais qui sont très imperceptibles. On se plaint, oui, les ordinateurs sont lents, les utilisateurs n'arrivent pas à travailler. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a du crypto-minage sur ces PC qui utilisent les ressources des machines pour pouvoir générer de l'argent au profit des pirates. Voilà, les attaques de mobile également sont très fréquentes et sans oublier les attaques sur les plateformes de e-banking. Voilà. Ça, c'est l'indice mondial. Sur cette carte, on a la malchance de voir la Côte d'Ivoire figurer en orange, là où beaucoup d'autres pays africains sont en gris. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est très ciblé, fortement attaqué, certainement parce que les pirates savent que c'est rentable de venir ici, puisque on peut trouver beaucoup de plateformes non protégées qui vont permettre de réussir les attaques. Alors, une autre tendance importante, c'est la proportion entre la diffusion des fichiers malveillants par email et par web. On voit qu'entre 2019 et 2020, il y a une augmentation considérable de la proportion de mails qui ont servi à diffuser des fichiers malveillants. Donc, il faut faire très, très, très attention
et ne pas laisser en fait les serveurs de messagerie sans protection, puisque le mail est devenu le moyen privilégié de communication, mais aussi un moyen privilégié, comme on le voit, de diffuser des malwares. En termes de format de fichier, le format le plus répandu pour les fichiers malveillants, c'est le format exe pour tout ce qui est web et le format doc pour tout ce qui est email. Donc, en général, sur les docs, les XLS ou XLSX, en général, ce sont des macros. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de disposer des techniques capables de retirer ou d'extraire le contenu actif des mails qui arrivent ou des pièces jointes avant de le laisser s'introduire dans le réseau. Voilà. Les familles de malware au niveau mondial. Donc, je vais m'attarder juste sur le monde et puis la Côte d'Ivoire. Bon, c'est Emotet. Je pense que bientôt, on n'entendra plus parler. Je suis très optimiste. Mais il y en a un autre qui a beaucoup fait parler de lui, 4PX, qui est une forme de botnet très répandue également en Côte d'Ivoire. Donc, on passe à la slide de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et donc, ici, on a Emotet et Agent Tesla et Dridex qui sont les trois en tête. Ah, pardon, je me suis trompé. J'étais sur... je me suis trompé dans ces... Voilà. Ici, c'est Asie et Pacifique. On s'est trompé de titre. Désolé. Alors, donc, sur les malwares, ce qu'on peut retenir, c'est la bonne nouvelle de Emotet, donc qui cause beaucoup de dégâts. Mais il y a également tous les autres malwares qui sont liés, comme Trickbot et Qbot. On profite également de l'occasion pour attirer l'attention sur les crypto-malwares qui causent beaucoup de dégâts. Alors, on a maintenant le point des malwares mobiles. Ici, le malware le plus répandu, c'est Hidad et puis Xhelper. En Afrique, donc dans notre région, c'est pareil, c'est les deux, c'est la même tendance. C'est les malwares les plus répandus. Voilà, Hidad, en fait, est un malware de publicité. Ça s'appelle en réalité Hide and Ad. Donc, il s'installe sur votre téléphone, il se cache et il passe son temps à vous diffuser de la publicité et à vous inciter à cliquer pour pouvoir générer des revenus à leurs auteurs. Il y a également les botnets. Donc ici, c'est Emotet. Emotet apparaît dans les malwares et dans les botnets parce que c'est évidemment un botnet, même s'il permet de diffuser des malwares. Donc, Emotet et Dridex sont en tête. Et puis, sur l'Afrique, c'est pareil, Emotet, Dridex et Trickbot. Bon, Trickbot, je pense que c'est fini pour eux. Donc, bientôt, on n'entendra plus parler de ces deux-là. Donc, comme on l'a vu, c'est Emotet, Trickbot et Mirai qui dominent tout le domaine, tout le secteur des malwares. Et il y a le ransomware Lorky ou comment on appelle ça, Maze, qui sont également très actifs dans le monde. Les malwares InfoStealer, bon là je passe rapidement. Les InfoStealer, ce sont des malwares qui sont capables de récupérer des informations et de les diffuser à l'extérieur, donc d'exfiltrer des données. Donc Agent Tesla et Formbook sont les plus répandus au monde. Et sur l'Afrique, c'est pareil, c'est les deux qui sont les plus répandus. Les chevaux de Troie bancaires. Donc, s'il y a des banques sur le col, il faut savoir que c'est une activité qui est encore très répandue et qui a pour finalité en fait de récupérer les informations bancaires des utilisateurs, informations de cartes bancaires, login et mot de passe des plateformes e-banking. Et Dridex et Trickbot sont encore en tête, avec Qbot qui commence à se développer. Voilà.
Donc, évidemment, dans l'année, beaucoup de gens ont signalé une augmentation de ces attaques-là, comme on peut le voir. Et les chevaux de Troie commencent à vraiment connaître un essor important, hein, dans le monde. Les crypto-mineurs, j'en ai déjà parlé. Il faut vraiment, vraiment que les équipes informatiques fassent attention et commencent à se préoccuper de ce type de malware. Il passe inaperçu, mais peut avoir de grosses conséquences sur les ressources du réseau et même parfois sur les factures d'électricité. Voilà. Donc, XM Rig est le plus répandu. Voilà. Il paraît que c'était un outil open source, mais qui a été utilisé par les attaquants à des fins malveillantes. Donc, il est en tête du classement de tous les crypto malware au premier trimestre. Voilà. Bon, les vulnérabilités, je pense que je vais passer très rapidement, sinon on n'aura pas le temps de voir les recommandations et les conseils. Ici, je pense que Big Five est très, très utilisé. Je pense qu'on avait également partagé l'alerte il y a quelques mois. Il y a eu une exploitation très active d'une vulnérabilité connue à l'intérieur des appliances Big Five. Donc, Big IP, pardon. Big IP 5. Les systèmes Citrix également ont été fortement exploités pendant le courant de l'année écoulée. Ici, on a quelques statistiques qui montrent aussi l'utilisation des nouvelles vulnérabilités dans l'année comparée aux vulnérabilités passées. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez qu'au fil des mois, à partir de mai, on voit une utilisation de plus en plus importante des vulnérabilités découvertes dans le courant de cette année au détriment des vulnérabilités qui ont été découvertes les années précédentes. Donc, ça attire l'attention sur l'importance de patcher les systèmes, de corriger les failles au fur et à mesure dès que les vulnérabilités sont communiquées. Et il existe beaucoup de logiciels pour le faire et c'est très important sur les serveurs, mais également sur les postes de travail. Voilà. Donc, on va terminer bientôt avec ces quelques recommandations. La première, c'est la prévention. On insiste beaucoup sur la prévention. Quand je parle de prévention, j'aime prendre l'image de ce qu'on nous fait quand on prend l'avion. La sécurité aéroportuaire sait que vous n'êtes pas mauvais. On le voit, on le sait. Vous avez vos papiers d'identité, vous êtes un citoyen normal. Mais on préfère vous dépouiller de tous les objets qui sont potentiellement dangereux, jusqu'aux bombes aérosols, jusqu'aux coupe-ongles ou même un déodorant. Tout ça est récupéré pour ne pas que vous puissiez accéder à l'avion avec ces objets qui peuvent être potentiellement dangereux. C'est la même idée qu'on essaie de mettre en avant quand on parle de prévention. Et cette prévention doit se faire en temps réel, c'est-à-dire qu'au moment précis où l'utilisateur est en train de mener une action, il faut qu'on soit en mesure de retirer dans un téléchargement, d'éliminer ou de bloquer dans un formulaire des champs qui peuvent être potentiellement dangereux. Éviter, par exemple, que les gens réutilisent leurs identifiants d'entreprise sur d'autres plateformes, même si on sait que ça ne va pas tout de suite causer du tort à l'entreprise. Il vaut mieux éviter que ça commence parce que des attaques plus graves peuvent partir de là. Sécuriser l'ensemble de votre infrastructure. OK? L'idée ici, c'est de ne rien oublier. Souvent, l'informatique a tendance à se limiter au réseau, aux postes de travail et aux serveurs. On oublie le cloud, on oublie les mobiles. Il ne faut pas, parce que le cloud hybride est devenu la tendance. Le multi-cloud est également la norme de plus en plus. Et surtout, le mobile a une place prédominante aujourd'hui dans notre système. Et quand on parle aussi de Covid, on parle de travail à distance. Les employés se connectent avec des téléphones ou des ordinateurs qui leur appartiennent. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut avoir une vue holistique de l'infrastructure informatique pour pouvoir réussir à s'en sortir. La consolidation et la visibilité. La consolidation, on parle surtout
surtout de la réduction du nombre de vos fournisseurs de sécurité. Voilà. Par le passé, même c'est encore une tendance qui continue, on pense qu'il faut avoir 4, 5, 6, 7, voire 10 éditeurs différents avec qui on travaille et tenter de les confronter les uns aux autres. C'est vrai, la sécurité en profondeur, la sécurité en profondeur et la sécurité en couche, la défense en profondeur est toujours de mise, mais en termes de plateforme, d'éditeurs, il faut avoir tendance à réduire l'effectif et puis à s'orienter vers un éditeur qui est capable de couvrir plusieurs canaux en même temps. Comme on est dans un webinaire Checkpoint, Checkpoint a une offre très adaptée à cette approche et qui est conçue dans ce sens-là. Concrètement, votre firewall, votre protection des endpoints, votre protection des mobiles, la sécurité du cloud, etc. Tout cela peut être fourni par le même éditeur et vous donner donc une vue consolidée de l'ensemble de votre sécurité. C'est vrai que les CIEM servent à ça, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Enfin, une tendance qui j'ai pas envie de dire qui est à la mode, mais dont on parle de plus en plus, c'est la sécurité absolue, zéro trust. Pourquoi zéro trust? On a tendance à faire confiance par défaut ou de facto à tout utilisateur qui a accès à notre réseau. Et cette tendance, en fait, à montrer qu'il s'agit d'une erreur, puisqu'on ne peut faire confiance à personne. Quand on regarde ce qui s'est passé avec SolarWinds, on se rend compte que tous ceux qui avaient confiance aveuglément aux patchs de sécurité que SolarWinds apportait se sont trompés. Et donc, il faut avoir une approche qui, systématiquement, quel que soit l'appareil, quel que soit l'utilisateur, quel que soit l'emplacement dans le périmètre, il faut mettre en place des contrôles. Ça passe par la segmentation, par la micro-segmentation et d'autres techniques qu'on pourra développer en one-to-one. Mais cette approche doit être vraiment de mise de plus en plus. Et enfin, je vais terminer là-dessus, il faut mettre à jour non seulement les patchs, mais également tout ce qui est renseignement sur la sécurité, être en veille, s'abonner à des flux d'informations sur les cybermenaces pour pouvoir l'ingérer et l'intégrer en temps réel dans vos systèmes. Donc, si vous avez un anti-malware, il est idéal que cet anti-malware soit capable de récupérer de façon proactive les dernières tendances, les dernières menaces en temps réel pour pouvoir vous empêcher d'être victime des attaques jour zéro. Donc, ça passe par on va dire, un maintien en bonne condition de tout ce qui est renseignement sur les menaces qu'on appelle threat intelligence dans l'ensemble de vos systèmes de protection. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis me soumettre à vos questions. S'il y a également des témoignages ou des commentaires que certains dans le call veulent faire, vous levez la main et puis on vous donnera la parole pour poser votre question. Donc, sur ce, je vais arrêter ce partage et puis revenir sur l'écran où j'étais au départ, qui est l'affichage des flux de menaces en temps réel de Checkpoint, le threat map, qui est en fait la source principale d'information de ce rapport. Je vois qu'il y a des questions dans les... Ah non, ce n'est pas des questions. Ah, il y a une main levée. Ah, super. Donc, j'ai mon ami de Checkpoint qui est là. Donc, je lui donne la parole. Bonjour Gérard. Oui, Adnan. Bonjour, cher invité. Donc, pour les participants, Adnan, avant que tu parles, je vais juste dire à tous les participants qui tu es quand même, que je t'introduise. Ouais. Adnan est responsable des ventes chez Checkpoint pour l'Afrique subsaharienne. Si je me trompe, tu corrigeras. Mais en tout cas, c'est une ressource importante chez Checkpoint dans la région.
et il a accepté de participer à ce panel pour dire également quelques mots. Vas-y, Adlan. Très bien. Merci Gérard pour l'invitation. C'est vrai que j'ai rejoint un peu tard, j'étais sur un autre événement aussi, mais ça me fait plaisir d'être ici. Donc, chers participants, je viens de rejoindre Checkpoint il y a 3 mois de cela. Donc, je m'occupe de la région de l'Afrique subsaharienne. Tout ce qui est vente et projet, c'est moi qui gère. Soyez la bienvenue et n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Gérard ou à moi-même. On sera là pour y répondre. Vas-y Gérard, peut-être après, si on a un petit moment, je vais dérouler un slide en 2 minutes, mais je te laisse terminer. En attendant les questions, tu peux peut-être partager ta slide. Je te donne la main. Gérard, je n'ai pas donner la partagé main. mon screen. Je pense Oui, qu'il y a un truc à décocher attends. pour les participants. Attends, hein. Mais je t'ai mis panéliste. Hein. Un panéliste, ok. Ouais. Je t'ai mis panéliste. Mais quand même, attends, je vais te nommer co-hôte. Je vais te nommer co-hôte. D'accord. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Tu dois pouvoir partager ton écran. Ok. Ouais, maintenant c'est bon. À tous les participants, si vous avez des questions, vous levez la main et puis on vous donne la parole. Très bien. Donc, je vais partager. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Très bien. Donc, j'aimerais aussi que ça soit interactif. Donc, pour les participants, si vous avez des objections ou des questions, n'hésitez pas. On va y répondre à fil de l'eau. Donc, c'était juste dans la continuité de ce que présentait Gérard. Donc, aujourd'hui, la cybersécurité connaît de nouveaux challenges dans le monde. Et donc, bien sûr, à cause du coronavirus, en premier lieu, à cause de la digitalisation, à cause de l'ouverture. Et donc, l'étude a montré qu'il y a trois priorités, trois challenges prioritaires qui sont la sécurité de remote workforce, donc tout ce qui est travail à distance, la sécurité des endpoints et des mobiles, et la sécurité du cloud privé, que ce soit un cloud privé, un public ou un multi-cloud. Donc ça, c'est les top priorités et les top challenges. Donc, comment nous, en tant que Checkpoint, on répond à cela? Donc, pour répondre à cela, dans la best practice des choses, donc on aura besoin, en tant que RSSI ou que DSI ou en tant qu'équipe sécurité, on aura besoin d'une prévention temps réel, d'accord? Donc, real-time prevention. On aura besoin de sécuriser toutes les surfaces d'attaque, que ce soit le mobile, le endpoint, le IoT ou le cloud. On aura besoin, en tant qu'équipe sécurité, bien sûr, vu que les surfaces d'attaque sont multiples, on aura besoin de consolider cette gestion et donc d'avoir une visibilité 360 sur notre sécurité.
Et bien sûr, tout cela doit être fait d'une manière agile et d'une manière facile à implémenter, facile à gérer, facile à monitorer, parce que l'attaque n'attend pas qu'on consolide des logs de chez une solution et d'aller sur une autre solution, sur une autre surface pour voir si l'attaque est là et les multivecteurs ou pas. Donc, on n'aura pas le temps. L'attaque, elle est tellement rapide qu'on n'aura pas le temps de faire cela, on n'aura pas le temps de monitorer et de gérer. Donc, tout cela doit être fait d'une manière agile et doit être fait d'une manière très, très fluide. Donc, Checkpoint, elle a réfléchi à tout ça et elle a réalisé, on va dire, 3 familles de produits. C'est des produits qui existent déjà chez Checkpoint. S'il y a des clients parmi nous, ils en savent déjà, mais on les a compactés par famille. Donc, la famille Quantum, ce qui concerne la sécurité du network, tout ce qui est firewall, tout ce qui est data center, agence, etc. La sécurité du cloud sous la famille CloudGuard et la sécurité des endpoints et des accès sous la famille Harmony. Donc, tout ça avec une famille qui est, on va dire, transverse, qui est Infinity Vision. Ça, c'est la plateforme qui nous gère toute notre sécurité, quelle que soit la surface. Donc, avec cette architecture et cette vision Infinity, donc tout ça, on l'appelle Infinity, on peut protéger à peu près plus de 50 assets, 50 ressources, que ce soit le network virtuel ou data center, etc., que ce soit le endpoint, quel que soit l'OS, que ce soit le mobile, quel que soit l'OS, que ce soit les plateformes cloud, Amazon, Azure, Google, etc., que ce soit des workloads et des développements qui sont faits sur des plateformes en cloud, et aussi la partie IoT, caméra, robotique, imprimante, etc. Voilà. Donc, pour en finir, pour finir mon intervention, donc, si moi je me mets dans la peau d'un DSI ou d'un RSSI ou d'une équipe sécurité qui essaye de protéger son organisation, donc j'ai une panoplie de solutions sur la partie network, une multitude de solutions sur la partie cloud et des centaines de solutions sur le endpoint et le contrôle d'accès. Donc, si j'essaye de, on va dire, consolider tout ça et essayer de construire un puzzle, on va dire, sécuritaire, on risque de passer à côté de pas mal de choses et donc de mettre en péril notre sécurité au lieu de sécuriser. Donc, on devient dans une logique d'acquisition de solutions, mais pas dans une logique de sécurité. Alors, OK, network, je vais prendre Fortinet peut-être. Le cloud, je vais prendre Checkpoint, allez, peut-être Palo, etc. Et donc, je suis dans une vision ou dans une optique d'acquisition de solutions de sécurité, mais pas dans une optique de sécuriser mes périmètres. Voilà. Donc, pour répondre à tout cela, comme j'ai dit, on a le Quantum, le CloudGuard et le Harmony. Donc ça, tout ça sous la plateforme Infinity qui me gère ma sécurité de bout en bout. C'est mon dernier slide. Donc, on a rassemblé toute notre offre sur ce slide. Donc, ce slide, il est suffisant pour comprendre la politique et la vision de Checkpoint. Quantum, partie sécurité du réseau, bien sûr, et des agences et même sur la partie industrielle, on a des firewalls et des appliances qui sont durcis. La partie cloud pour gérer posture management ou bien des workloads qui travaillent sur le cloud ou des API ou des applications ou des web services qui sont sur le cloud. D'accord? On a de l'autre côté la partie Harmony qui est la sécurité des utilisateurs et d'accès. Et donc là encore, elle est splittée en 3 catégories. Donc le remote access, que ce soit l'accès à des ressources qui sont dans l'organisation ou l'accès sécurisé à des ressources qui sont sur Internet, ça d'un côté. On a l'email and office, et donc tout ce qui est protection de l'email ou de l'office en général, donc threat prevention, le phishing, le DLP. Et on a bien sûr la partie endpoint and mobile qui est splittée en endpoint, browse and mobile. Donc la sécurité de l'endpoint, la sécurité du browser, du navigateur en lui-même et la sécurité du mobile. Bien sûr, il y a des packages, on peut avoir tout cela dans un seul package avec un prix très, très intéressant. Tout cela, il est consolidé et géré
par la plateforme Infinity Vision, qui nous donne accès au portail de la gestion unifiée. Donc, ce portail-là, il me permet de gérer ma sécurité sur tout ce que je vois là. Je parle d'un XDR, d'un mini-SOC, on va dire, propre à Checkpoint. Et bien sûr, le Threat Cloud ou la Threat Intelligence qui tourne sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui est connecté au monde pour, on va dire, alimenter les bases Checkpoints et avec plutôt un learning des attaques qui sont, on va dire, zero day. Donc, les attaques qui sortent le jour même, dont les autres firewalls ou les autres solutions de sécurité ne se rendent pas compte. Donc, c'était pour résumer. Si vous avez des questions dessus, on est là pour y répondre. Merci à tous. Merci, Adnan. Merci, Gérard. Ok, je vois la main de Ismaël, mais il me semble que Achille Ayebo avait déjà une première question. Je vais lui donner la parole. Bonjour, bonjour à tous et, et merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Bon, je suis un jeune ingénieur informatique qui se spécialise en cybersécurité. Alors, ma première question est orientée DevOps. Est-ce que vous avez des solutions des solutions pour la sécurité des plateformes DevOps? Si oui, lesquelles? La deuxième question est de savoir si, par exemple, compte tenu du fait que je, je suis de nationalité camerounaise, si, par exemple, une société au Cameroun souhaite bon, être revendeur, par exemple, ou bien proposer des solutions de, de votre entreprise. Comment cela va se passer? Et ma troisième question est de savoir, est-il possible d'effectuer un stage d'alternance en cybersécurité au sein de votre entreprise? Merci. Ok. Merci Ismaël pour tes questions. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour l'intérêt. Sur les deux dernières questions, on va te contacter à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on a, Matinée de l'équipe marketing doit avoir ton adresse email et ton numéro de téléphone. Donc, je pense que dès que le séminaire finit, on va entrer en contact avec toi pour discuter de ces deux derniers points. Pour le premier point, la réponse est oui. Il y a effectivement une solution de DevSecOps, une solution qui sécurise en fait, qui permet de sécuriser les codes sources des applications dans le cadre d'un processus DevOps. Je vais peut-être laisser, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Adnan, tu es encore avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Tu as deux mots à dire sur la sécurité du Allô? DevOps. Allô? Ouais, je t'ai perdu, Gérard. Tu disais? Non, je demandais si tu avais deux mots à dire sur la sécurité du DevOps, bien si je dois continuer. La sécurité de DevOps. Oui. D'accord. Donc, DevSecOps. Je pense qu'il y a une option de CloudGuard, SaaS. Oui. Alors, sur le slide que j'avais qui permet déroulé, de scanner les codes sources. Ouais. Ouais, je vais juste repartager mon écran. Donc, ce qu'on présente là sur la partie cloud ici, on a le CloudGuard Workload. Donc, ça, c'est le Runtime Workload Protection. Et on a le CloudGuard AppSec. Donc, c'est généralement ces deux produits-là qui rentrent dans ce scope-là.
Après, s'il y a une question précise, on peut programmer une session avec le Security Expert, qui est Issam, il est basé au Maroc, pour qu'il puisse adresser le besoin réel. Voilà. OK. Ouais, je pense que c'est effectivement, c'est en temps réel les charges de travail, qu'elles soient sur des conteneurs. Il y a Christophe qui lève la main. Sur des VM. Le AppSec, c'est une sorte de WAF qui permet de déployer un nano-agent à l'intérieur de la VM ou conteneur et puis de remonter en fait Il y a Christophe qui lève la main. Tu es en mute, Christophe. Allô? Allô? Bon, je crois qu'il a un problème de micro. Bon. OK. Des questions? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gérard, c'est Abdoulaye Foufana. Le FISO horaire n'aide pas, donc j'ai dû me réveiller un peu tôt pour suivre ta présentation. C'était une très belle présentation, merci. Ma question, c'est pour toi et Adnan. Je veux savoir, est-ce que Checkpoint a une solution spécifique pour le NDR? J'ai vu que vous avez parlé du XDR, mais je veux savoir, est-ce que spécifiquement vous en avez pour le NDR? OK. La solution existe effectivement et elle est accessible via le portail Infinity. Et la solution s'appelle Infinity SOC. Voilà, donc c'est une solution de SOC qui s'appuie évidemment sur les appliances Checkpoint et qui permettra de fournir l'intégralité des services classiques dont on peut avoir besoin dans un SOC. Évidemment, la détection et la réponse automatisée aux incidents, mais également tout ce qui est service d'orchestration, de réponse aux incidents, processus pour la réponse aux incidents, des investigations, solution Infinity SOC. On pourra te partager de la documentation dessus et puis peut-être prévoir une présentation détaillée si tu as un besoin dans ce sens. Ok, merci. Deuxième chose, comment se passe l'intégration des solutions de Checkpoint par rapport aux autres solutions qu'une entreprise pourrait posséder? Je donne un exemple. Une entreprise, par exemple, a comme des FortiGate, ils ont peut-être d'autres solutions pour l'orchestration, mais ils souhaiteraient travailler avec certaines de votre solutions comme le Truth Simulation. Comment est-ce que vous réussissez en fait ces intégrations-là? Quels sont vos retours par rapport à certains de vos clients? OK. Oui, évidemment, il y a plusieurs cas qui se présentent. La solution de sandboxing, justement, qui est basée sur SandBlast Network et qui est déployée sur des appliances, cohabite chez plusieurs clients avec des firewalls
dont ils disposent déjà, notamment Forti ou Palo. On peut faire cohabiter 2 firewalls, évidemment, l'un après l'autre. Et l'idéal, c'est que peut-être le checkpoint, enfin, il n'y a même pas de config idéal, hein. Le checkpoint peut être en premier ou en dernier, donc du côté du LAN, et faire en fait ce travail de sandboxing, d'émulation, de filtrage d'URL, de construction et déconstruction des fichiers, d'extraction de menaces, après que le firewall ait fait son travail de contrôle d'accès au niveau des flux réseau. Donc, c'est des configs qui existent et bon, c'est vraiment des réglages qu'il va falloir faire sur le firewall existant ou sur le checkpoint selon le niveau de complexité du réseau. Mais il n'y a aucune limitation fondamentale à ce niveau-là. Donc, je ne parlerai pas dans ces cas-là de cohabitation, enfin d'intégration, mais plutôt de cohabitation. Ça, c'est au niveau réseau. Bon, après, Checkpoint a également rendu disponibles certains de ses services via des API. Donc, si tu as des plateformes d'orchestration, de SOAR, hein, ou même de SIEM, comme QRadar ou Siemplify, c'est possible de faire de l'intégration via les API avec ces outils-là pour pouvoir récupérer des informations, générer des rapports, automatiser certaines actions, que ce soit sur les endpoints ou sur les appliances. Donc, ça également, c'est une autre forme, par contre, d'intégration avec des outils plus transverses comme du SOAR ou du SIEM. Merci. Auguste, ta main est levée. Oui, bonjour Gérard, merci. Bonjour pour la Auguste. présentation. J'ai une question à propos du portail Infinity Vision. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'un client qui vous prend du network endpoint mobile peut déjà avoir ce portail-là, je dirais ces solutions-là, ou il faut prendre toute la panoplie? En fait, dès l'instant où tu acquiers une seule solution, tu as accès au portail. Mais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Fofana, les fonctionnalités, par exemple, de XDR, qui sont liées au produit Infinity SOC, tu ne les auras pas par défaut. Donc, il va falloir acquérir la licence Infinity SOC. Mais par contre, directement du portail Infinity, tu peux avoir accès à tes consoles d'administration, à tes consoles de management, sur les endpoints, à des outils comme le threat hunting qui vient d'arriver. Et depuis le même portail, tu pourras gérer ta sécurité de la messagerie, ta sécurité des appliances, si tu acquiers la licence de management des appliances en cloud. Donc, voilà, mais dès l'instant où tu prends un seul produit, tu as accès au portail Infinity. Maintenant, pour Infinity SOC en particulier, il faut une licence. Merci. Bon, il n'y a plus de main levée. Il est 11h32. On avait prévu de terminer à 11h30, même si on a eu 10 minutes de retard. On ne va pas non plus vous prendre toute votre journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ah, désolé, je vois une question ici. Ah non, c'est bon. C'est bon, on avait déjà répondu. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, Matinée qui nous suit avec Evelyne vont vous envoyer la présentation PowerPoint. Vous recevrez certainement également l'enregistrement. Et puis, le lien pour télécharger le rapport complet en PDF en français. On va vous joindre également le rapport sur la sécurité mobile et je pense le rapport sur la sécurité cloud.
Donc, ils sont deux rapports annexes hein, qui font un focus sur ces autres environnements. Merci encore pour votre attention. Et puis, on vous dit à très bientôt. Si vous avez des besoins spécifiques, vous avez besoin de parler en particulier d'un des sujets qui ont été abordés dans le call, on n'hésitera pas à organiser des rencontres individuelles avec vous. On n'hésitera pas à se rendre chez vous pour discuter. Merci. Okay. Merci tout le monde. Merci Gérard pour l'invitation et on reste en contact. Merci. Au revoir. Allez-y. Bye bye.